Goebbels et Edward Bernays ont un point commun. Le premier s'est inspiré du second pour amener Adolf Hitler au pouvoir en Allemagne en janvier 1933. L'un était ministre de la propagande nazie et promeut l'idée de chef suprême pour sauver l'Allemagne du désastre. L'autre, un attaché de presse devenu l'homme le plus influent du XXe siècle, titre décerné par le célèbre magazine Life, défendant les causes de la propagande dans une société démocratique. Alors si on pouvait résumer ces termes, probablement qu'ils prendraient sens dans cette célèbre citation de Noam Chomsky. La propagande est à la société démocratique ce que la matraque est à l'État totalitaire. C'est après 103 ans d'une vie aussi incroyable qu'extraordinaire que nous allons replonger sur ce destin incroyable de cet homme. Edward Bernays. Précurseur de l'endoctrinement des masses, comment ce journaliste pratiquement inconnu sur tout le spectre médiatique est-il devenu l'un des hommes les plus influents du XXe siècle? La propagande. Le terme a subi de nombreux changements dans sa terminologie tout au long du XXe siècle, notamment lors de la Première Guerre mondiale. Et Bernays, évidemment, en est le principal investigateur. Il le dit lui-même, la propagande est le bras exécutif du gouvernement invisible. Dans son livre Propaganda, paru en 1928, il va définir 4 définitions de la propagande, mais je vais en retenir que 2 pour vous expliquer en détail la vision de Bernays. Dans son terme plus global, la propagande est un outil permettant la propagation d'une doctrine. Le point de départ étant les institutions. Pour Bernays, il faut bien comprendre que la vérité est puissante. Et forcément, si quelqu'un dispose d'une vérité importante, il se doit de la partager. Ce n'est pas un droit, c'est un devoir pour lui. Le but étant tout simplement l'évolution de la société. On pourrait dire que c'est une forme de légitimation de ce qu'il appelle lui la propagande. Et forcément, la propagande est le meilleur outil au service de la vérité. En parlant de vérité, le célèbre philosophe Michel Foucault reprend ce principe de vérité qui doit être énoncé à tout prix en reprenant un concept de la Grèce antique que l'on nomme la parésia, où l'objectivité est essentielle pour garantir tout débat démocratique dans une société démocratique. Mais comme vous le comprenez bien, la vérité n'a pas le même sens pour tout le monde. Pour contredire la position de Bernays sur la vérité, voici ce que va déclarer Noam Chomsky, qui va nous dire plus tôt. Dans une société bien huilée, on ne dit pas ce que l'on sait, on dit ce qui est utile au pouvoir. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur Noam Chomsky à travers ses livres, notamment Media Control ou encore La fabrique du consentement. Mais évidemment, pour diffuser cette vérité, il faut bien des moyens de distribution. Et à l'époque, Bernays l'a bien défini, ce sont bien les journaux. Ces moyens de diffusion de la propagande vont évoluer avec leur temps. Et pour vous montrer que ce sont bien les journaux la première cible de Bernays, je vais vous en citer un exemple. Les articles sont choisis en fonction de ce qui impacte le plus les individus parmi la masse d'informations. Dans le New York Times, les nouvelles sont imprimées en fonction de leur valeur informative. Le rédacteur en chef de chaque journal sait que son obligation envers le public est l'information. Donc il le stipule bien ici, la source doit bien être vérifiée et clarifiée. Bernays va le confesser plus tard dans sa vie que le meilleur moyen pour endoctriner les gens, c'est bel et bien le cinéma. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Il va d'ailleurs déterminer toute l'importance de la propagande à travers cet extrait tiré de Propaganda. Le rapport du Dr Pritchett et un des administrateurs de la fondation Carnegie pour la paix dans le monde répond à une tentative pour rassembler des informations sur la colonie juive implantée dans un monde arabe instable. L'étude qu'il a menée au préalable a convaincu son auteur qu'à long terme, le sionisme apporterait plus de violence et de malheur aux juifs et aux arabes. Et pour persuader le grand public de la justesse de ce point de vue, il le publie en se réclamant de la fondation Carnegie. Quant à la déclaration du président de la Chambre des agents immobiliers de New York et à celle du ministre Hoover, elles sont également destinées à rallier le public à l'opinion qu'elles défendent. Si on retire le spectre de la moralité, on comprend bien que la propagande est un outil comme un autre que tout le monde peut utiliser à sa guise et qui peut être aussi utilisé à des fins beaucoup plus nobles. En réalité, toutes les causes peuvent être sujettes à la propagande. La charité, explique-t-il, est soumise à la propagande, qu'on le veuille ou non. Parce que comment voulez-vous que les individus donnent de leur argent pour des ONG ou des associations ? Il faut bien passer par la case propagande.
Et si une cause charitable ne crée pas l'adhésion auprès de la population, celle-ci est vouée à l'échec. Si on tente d'aller chercher un petit peu plus loin sur l'étymologie et la terminologie du terme propagande, on établit très vite que la propagande ne date pas d'hier. Venant du latin propagare, traduisant l'action de propager, la propagande trouve sa source il y a maintenant de cela quelques siècles. En 1622 et plus précisément le 6 janvier, Grégoire XV fonde la Propaganda Fide. L'objectif est en soi multiple. C'est bel et bien l'éducation des prêtres missionnaires pour diffuser le message religieux catholique. On parle bel et bien ici de l'évangélisation des peuples. C'était également un outil indispensable pour le souverain pontife d'accomplir son devoir d'office pastoral. Les populations infidèles étaient évidemment dans le collimateur, et il y en avait pas mal. Il s'agissait par exemple de païens, de musulmans ou d'hérétiques protestants. Mais la propagande pouvait exister sous d'autres dessins. Si on reprend la pièce de monnaie de Vercingétorix de l'époque, on remarque bien l'amphore utilisé principalement par les Romains, et l'objectif était clair, démontrer sa puissance et que la Gaule était bien aux Gaulois. À l'époque où les technologies n'existaient pas encore, c'était bel et bien le seul moyen que Vercingétorix avait trouvé pour diffuser son message. Mais revenons-en à nos moutons. Comment Bernays est-il devenu le propagandiste absolu? Bernays et sa carrière. Né en 1891 dans le berceau de la culture nommé Vienne, Bernays vient au monde et on peut dire qu'il est issu d'une famille assez bourgeoise juive. Alors qu'il n'a encore que quelques mois, Bernays va se voir changer sa destinée quand ses parents décident d'émigrer à New York en 1892 dans une ville qui regroupe le berceau politique et médiatique des États-Unis. Finalement, cette émigration va lui permettre de se connecter petit à petit au monde des affaires et il deviendra par la suite le père des relations publiques. Et ce, jusqu'en 1963. Il va beaucoup s'inspirer de son oncle qui n'est nul autre que Sigmund Freud et qui d'ailleurs aime bien raconter, et il va d'ailleurs le faire dans son autobiographie qui fait plus de 800 pages. Je me rappelle de son attitude agréable et flexible, sa sympathie compréhensive, plus franche et plus détendue avec moi qu'aucun autre homme plus âgé que j'eusse jamais rencontré. C'était comme si deux amis proches échangeaient des confidences plutôt qu'un oncle célèbre de 57 ans et un neveu inconnu de 22 ans. Bernays va garder la nostalgie de cet oncle et va s'inspirer de son travail. Bien qu'il ne soit pas foncièrement proche de son oncle, il est bercé par le travail de Freud sur la psychanalyse et l'étude des comportements humains et donc par association de la psychologie sociale. Il va peu à peu mettre en pratique la théorie inculquée par les grands penseurs de son époque. Son livre Propaganda reprendra ce principe. Il va par exemple s'inspirer de cet auteur célèbre qui n'est nul autre que Gustave Le Bon, où ce dernier reprend l'idée que derrière chaque homme se cache un psychologue inconscient. Et derrière Bernays se cache un être purement méthodique qui comprend parfaitement les désirs conscients et inconscients, comme dirait Freud de la population. Bernays dira: les désirs humains sont la vapeur qui font fonctionner la machine sociale. Alors, que va-t-il faire ? Il va mettre tout simplement ses appétences au profit de différents organismes qui vont fabriquer sa légende. Mais alors, comment manipuler toute une masse sans qu'elle s'en rende compte ? Ou autrement dit, comment fabriquer le consentement de quelqu'un qui ne l'est pas réellement ? Cependant, il est important de repréciser le contexte économique dans lequel vont mûrir les idées de Bernays. Il faut tout de même rappeler que la révolution industrielle a permis non seulement la massification des échanges, que l'on connaît aujourd'hui sous une forme de mondialisation exacerbée, de cette prospérité économique connue à la fin du 19e siècle et même début 20e, avant évidemment la crise de 1929. Pour vous en rendre compte, voici ces chiffres. Entre la révolution industrielle du 19e siècle et la Première Guerre mondiale, les échanges ont été non pas multipliés par 5, non pas par 10, non pas par 15, mais par 25. La mondialisation des flux à l'international a également conditionné les esprits des populations et, par association, leur consommation. Selon Bernays, l'offre doit créer la demande et la propagande et la publicité vont alors se retrouver au service des entreprises dans ce processus de massification. La production de masse n'est rentable que si son rythme est maintenu.
Il le précise et il ajoute que le principe de concurrence sur les prix n'est pas forcément viable, dans le sens où les producteurs peuvent se différencier sur autre chose. Cette mondialisation, encouragée par de nombreux penseurs comme Adam Smith ou encore David Ricardo, a uniformisé le comportement des êtres humains pour laisser sur un plateau d'argent les penseurs ou les décisionnaires s'approprier ce qui sera la société de demain. Dans le même temps, ce n'est pas le travail à la chaîne introduit par Taylor ou continué par Ford qui va arranger quoi que ce soit à la situation des travailleurs, qui certes avec Ford verront leur rémunération augmenter, mais également leur asservissement au travail décuplé. D'ailleurs, même à cette époque, le célèbre sociologue Émile Durkheim pense que la division du travail fait émerger la singularité des individus ainsi que leur conscience individuelle. Et encore aujourd'hui, le travail est un socle de notre quotidien. Voici ces quelques chiffres qui vont vous préciser toute cette importance. Aujourd'hui, un jeune au moins sur 2 place la vie au travail devant leur vie privée. Ou bien encore, ce chiffre totalement détonnant, où 48% des personnes interrogées quitteraient leur emploi si ça les empêchait de profiter de leur vie. On peut se poser la question, où se trouvent les 52% restants ? Bernays a bien compris que les êtres humains sont complètement dévoués à leur travail. Et il le dit très cyniquement dans un entretien quand il va parler de son chauffeur. Pas une mauvaise affaire du tout, dit Bernays. Et il ajoutera par la suite, mais c'est avant que les gens n'acquièrent une conscience sociale. Alors pourquoi Bernays dit-il cela ? Car ce chauffeur nommé Dumb Jack gagnait 25$ par semaine, travaillait exclusivement et 24 heures sur 24 pour Bernays. Même si le Davis-Bacon Act de 1931 impose aux États-Unis une sorte de rémunération minimale, à comparaison de ces 25$, ça semble très ridicule, même si évidemment il soutirait quelques avantages à travailler pour Bernays. Mais on peut être quand même beaucoup plus mesuré que Bernays sur l'éveil de la population et de cette soi-disant conscience sociale. Car au vu des chiffres précédents évoqués avec vous, Bertrand Russell, un célèbre philosophe et écrivain, va être un petit peu plus mesuré que lui, notamment sur le rapport au travail. Je cite, « Tout d'abord, il occupe une grande partie de la journée sans que l'on ait besoin de décider ce que l'on va faire. La plupart des gens, si on les laisse librement choisir l'emploi de leur temps, sont en peine de trouver quoi que ce soit d'assez agréable pour les occuper. Autrement dit, les gens sont des imbéciles, pour parler poliment, pour s'éveiller. » Autre vision importante et non des moindres, c'est celle de Nietzsche concernant le travail. Il va tout simplement partager l'idée que le travail contient la violence et donc toute forme de révolte dans la société. Ça rejoint un peu l'idée de Bernays dans un de ses chapitres où il va parler de l'éducation des individus, où plus un individu est éduqué, plus il est facile de l'endoctriner. Et le travail est en soi l'un des piliers de l'éducation sociale. Cela reprend l'idée de Walter Lippmann, proche conseiller de Wilson et co-auteur des 14 points pour la paix du traité de Versailles, où, dit-il, la minorité intelligente guiderait un peuple asservi, incapable de réfléchir par lui-même. Il va écrire de nombreux ouvrages comme Public Opinion en 1922, qui va inspirer Bernays, ou encore être le précurseur du néolibéralisme avec son livre intitulé Good Society. Alors, Bernays, devenu journaliste pour le compte de National Newspaperman, puis indépendant par l'intermédiaire de son propre cabinet de conseil en relations publiques, à seulement 28 ans, va se construire alors un nom, une carrière. Son premier coup d'éclat est peut-être le moins connu, c'est celui de The Damaged Goods. C'est une pièce de théâtre qui n'est pas encore montée, qui va traiter le sujet épineux des maladies sexuellement transmissibles, la syphilis. En décembre 1913, il travaille pour le compte d'une revue médicale, Medical Review of Review, et va ériger une critique élogieuse de la pièce qui pourtant au démarrage pouvait être polémique. Pour l'anecdote, cette pièce de théâtre a été écrite par Eugène Brieux, un Français. À travers l'extrait que je vous diffuse à l'écran, Eugène Brieux démontre bien tout l'impact de la syphilis sur la société. Il souligne d'ailleurs dans cet extrait que cette pièce de théâtre vise vraiment à sensibiliser la population pour démystifier cette maladie et qu'elle n'est pas une honte en soi. Il la compare très justement avec la tuberculose. Il va alors prendre sous son aile un célèbre acteur de l'époque, Richard Bennett, qui est intéressé par cette pièce.
Bernays va alors monter une fondation pour l'étude sociologique des maladies, mais je tiens quand même à préciser qu'à ce moment-là, Bernays travaille pour une revue médicale alors que son père le voyait comme un ingénieur agricole parce qu'il était diplômé de la prestigieuse université de Cornwall en ingénierie agricole. Bernays va alors du coup s'appuyer sur cette notoriété de cet acteur Monsieur Bennett et faire adhérer d'autres célébrités à sa cause. La vaste campagne de promotion va présenter la pièce comme étant une pièce pédagogique informative. Il va alors complètement changer le message de départ en faisant passer d'une pièce à scandale à une pièce finalement pédagogique. Et c'est à ce moment-là qu'il va avoir le déclic pour devenir par la suite ce qu'il est devenu. Il va alors mettre à contribution ses talents lors de la Première Guerre mondiale en 1917 pour convaincre l'opinion publique américaine d'entrer en guerre. C'est d'ailleurs ce que voulait depuis le départ Woodrow Wilson, bien qu'il se soit fait élire en 1916 avec ce slogan à rester dans la légende « He kept us out of war ». Il nous a maintenus en dehors de la guerre. On peut s'interroger sur la réalité de cette entrée en guerre qui s'explique davantage par les opportunités politiques et économiques qu'elle offre que pour mettre fin à la guerre elle-même. Étonnamment, plus les pays européens s'enlisaient dans le conflit, plus c'était bénéfique pour les États-Unis. Mais ça, j'en ferai peut-être une vidéo. Alors, que vient faire Bernays dans toute cette histoire ? Il va intégrer la Commission on Public Information, créée par Wilson lui-même, ou la commission Krill, qui va réunir de nombreux intellectuels. On pourrait le dire, mais I Want You for Us Army, c'est un peu grâce à Bernays. Alors, Bernays doit absolument faire changer l'opinion publique, mais alors comment va-t-il s'y prendre ? Distribution massive de communiqués, recours au cinéma, repris par un certain Goebbels où il va contrôler et conditionner l'esprit des populations à travers ce qu'elles consomment, notamment au cinéma, en diffusant des films antisémites afin d'habituer la population, mise en place de groupes de citoyens complètement truqués, bref, Bernays a toute la panoplie devant lui. Goebbels a utilisé également une autre ressource pour sa propagande, comme dit Platon, si tu veux contrôler le peuple, commence par contrôler sa musique. C'est pourquoi, et surtout au XXe siècle, qu'a lieu un véritable tournant, notamment avec la guerre des fréquences. Nos musiques sont enregistrées sous 440 Hz, c'est d'ailleurs l'un des décrets de Goebbels en 1939. Ces 440 Hz vont devenir une norme dès 1953 et être adoptée également aux États-Unis. Mais encore une fois, Bernays va se défendre, car pour lui, si une population n'arrive pas à penser par elle-même, qui va le faire pour elle ? Pour l'anecdote, quand il va se rendre compte que Goebbels s'est inspiré de son travail, il va se dire complètement choqué et offusqué. C'était lors d'un entretien avec un journaliste nommé Karl von Wegan. Pour l'anecdote, sachez que son oncle avait été chassé par les nazis et victime de ces célèbres autodafés où toutes les œuvres de Freud avaient été entièrement brûlées. Et puis rappelons quand même que Bernays est juif. Mais encore une fois, Bernays va défendre la propagande à travers son ordre moral et son code éthique qui le fait agir en ce sens. Il le dit lui-même qu'il a refusé de travailler pour Franco. Tout cela finalement reprend les grandes idées d'un certain Jacques Attali et sa gouvernance mondiale, ce qui implicite le gouvernement invisible appuyé par Bernays lui-même. Voilà ce que dira Jacques Attali dans l'émission de Berkov dans Sud Radio. Évidemment, je suis contre les dictatures et je ne pense pas qu'une dictature planétaire, même si certains pouvaient la souhaiter, arrivera. Oui, attendez, juste, vous auriez aimé un gouvernement mondial, rappelez-vous. Non, il ne faut pas confondre ce que je prévois avec ce que je veux. D'accord. J'ai toujours pensé que d'ici un siècle, on aura des règles planétaires dans un grand nombre de domaines. Dans le domaine de la publicité, vous avez une organisation planétaire qui regroupe les agences de publicité et qui décide quelle publicité on a le droit de faire et pas, et plutôt bien suivie. Il parle de règles planétaires où des élites vont dicter les mœurs de demain. Mais le vrai coup d'éclat, et que vous connaissez probablement, c'est Bernays, employé par le célèbre groupe American Tobacco. L'objectif, promouvoir les cigarettes de la marque Lucky Strike, car le marché stagne depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Par ailleurs, les cigarettes étaient incluses dans le pactage des soldats américains et leur utilisation s'était peu à peu démultipliée à travers le monde. Mais depuis la fin de la guerre 14-18, la cigarette est peu à peu laissée pour compte
au profit du cigare ou de la chic, jugé beaucoup plus viril et masculin. Bernays intervient et alors une mission, faire remonter les parts de marché pour le célèbre groupe American Tobacco de George Washington Hill. Rappelons tout de même, mais ce détail a son importance puisque les femmes à cette époque n'avaient pas le droit de fumer. Bernays va alors prendre contact avec un éminent et célèbre psychanalyste, Abraham Ardenville, nul autre que le président de l'American Psychoanalytic Association et premier traducteur de Freud en anglais. Il va caractériser la cigarette comme un pouvoir sexuel du mal. Il a alors un plan, associé politique et plaisir d'usage. Bernays va donc détourner la Easter Parade à New York, donc la procession de Pâques, en 1929, pour en faire un événement politique en faveur des suffragettes qui venaient d'obtenir le droit de vote aux États-Unis 10 ans auparavant. Les femmes au courant de ce petit manège, une trentaine de modèles Vogue, exhibent leurs cigarettes avec un slogan devenu célèbre « Elles allument des flambeaux pour la liberté ». Des journalistes et un photographe sont dans le coup pour relayer l'événement. Une certaine Ruth Hale, féministe, était partante pour le projet. La femme en quête d'émancipation à travers ce geste se délivre alors de toute oppression masculine. Les progressistes sont contents, American Tobacco également, les féministes sont absolument ravis. Bref, tout le monde est absolument charmé par cette opération de communication et ce coup médiatique d'envergure. Bernays, pour continuer son travail, puisqu'il ne s'est pas arrêté là, va créer des collectifs médicaux fallacieux, des associations prônant l'usage de la cigarette en prétextant que celle-ci réduirait le stress et qu'elle était excellente pour la santé. Ironie du sort, plus tard, il avouera même s'être engagé auprès d'une association luttant contre le tabagisme. Bernays va utiliser un biais cognitif connu, puisqu'il va utiliser le biais d'autorité afin de soumettre la population. Il va le mentionner dans Propaganda où les médecins vont finalement contrôler ce que nous mangeons en disant ce qui est bien ou ce qui est mal en nous incitant à manger telle ou telle chose. C'est exactement ce que l'expérience de Milgram en 1963 va démontrer avec la fameuse expérimentation de la blouse blanche. Le scientifique ayant une légitimité nullement remise en cause donne des ordres et pousse les autres à les suivre. That people will believe me more if you call me doctor. Oh, I see. Je vous laisse faire le lien à ce qu'il s'est passé il y a quelques années. Bernays va alors continuer son travail, mais cette fois-ci, il va promouvoir le fluor, ce que l'on retrouve d'ailleurs dans nos dentifrices et que l'on nous vend comme étant une chose formidable. Bien, vous allez voir que l'histoire est un peu plus sombre. Le mythe des bienfaits du fluorure sur la dentition est né aux États-Unis en 1939 avec la compagnie ALCOA qui faisait déjà ironiquement l'objet de poursuites pour déversement de fluorure parce qu'elle polluait les sols agricoles. Des groupes scientifiques devaient alors entrer en jeu pour prouver le mérite de ce déchet industriel, car oui, c'est bel et bien un déchet industriel dérivé de la production de l'aluminium, des fabriques de munitions ou encore de centrales nucléaires. Au final, à l'époque, on était déjà écolo dans l'âme et on faisait de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on crée à partir des déchets. Formidable. En 1947, ALCOA arrive à placer l'un de ses avocats à la tête de l'Agence fédérale de sécurité, ce qui va permettre de contrôler inévitablement le service de la santé. Il y aura donc une fluoridation de l'eau dans 87 villes américaines, et bizarrement, quand on fait le lien avec certaines études scientifiques qui datent maintenant de plusieurs dizaines d'années, montrent que le fluor a des conséquences irréversibles sur les performances intellectuelles. Bernays va aussi s'illustrer entre autres pour General Motors et être le premier responsable de l'essor du marché automobile. Il est également l'initiateur du Egg and Bacon aux États-Unis en s'appuyant sur le même principe, c'est-à-dire en créant un comité de médecins prônant les valeurs d'un fort apport calorique le matin, mais c'est un petit peu ce que l'on retrouve aujourd'hui comme les pubs modernes qui ont jugé bon de nous faire manger des céréales le matin alors qu'en réalité rien n'est absolument vérifiable, d'autant plus que d'autres études scientifiques prouvent le contraire avec l'apport de sucre. Il va instaurer les bibliothèques de maison, les pianos pour donner un côté chic à une pièce, instaurer le petit déjeuner du président américain avec les stars du showbiz pour le rendre un petit peu plus cool auprès de l'opinion publique, comme le président Coolidge, où il en parle dans cette interview. Well, let me quickly tell you the Coolidge story.
Harding had died, Coolidge became president, and Coolidge was running for president, decided to be president, and Alice Roosevelt Longworth, who was the daughter of Theodore Roosevelt, had started a bon mot, a few words, that went around the country as if by radio and by Letterman TV, and they called on me and said, "We're worried that this may defeat Coolidge." Well, the phrase... she was sort of bad-mouthing the candidate, in other words. That's right. What was she saying? Do you recall? Was she... Oh, yes. She said that Coolidge had been weaned on a pickle. Oh, yeah. That'll tip an election just like that. Because so now you were called in. You have to offset this man had a very dour image. That's right. Okay, now what did you do for Calvin? I never use the word image because image is shadow. I use the word reputation or identity. Okay, what did you do for his identity? So I decided first that we should bring down Fannie Hurst, Edna Ferber, and other women writers of the period. And then I thought it would be a good idea to bring down some ecstatic dancers. Ecstatic dancers. Like the Dolly Sisters and Al Jolson. Entertainers, well-known figures of the day. And 40 others. And at that time, anybody who was on the stage was a little bit off color. And Coolidge had breakfast with them, and when Slemp, his secretary, came up to him and said, "There's a cabinet meeting going on and they need you, Mr. President," he said, "I'm busy." So this was to show that he was a regular sort of guy. That's right. All right. And it did. En parlant des hommes politiques, Bernays va avoir des mots très très durs à leur rencontre. Bernays ne comprend pas pourquoi les hommes politiques de son époque n'utilisaient pas les méthodes utilisées dans le monde des affaires. Il dit que les stratèges politiques doivent avoir une approche scientifique du public comme un marketeur le ferait pour son produit. On pourrait prendre l'exemple assez moderne de François Hollande avec le mariage pour tous, où il a bien analysé, où on a bien fait analyser pour lui que cette cause lui serait porteur pour son quinquennat. D'ailleurs aujourd'hui on retient que ça de son quinquennat. Après, libre à vous de juger si c'était une bonne idée, ça c'est encore autre chose. Le politique, dit-il, doit utiliser toutes les méthodes possibles pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, comme par exemple se promouvoir avec des chansons, ou se promouvoir aussi par la photographie. D'ailleurs, ça Goebbels l'avait aussi compris, puisque le photographe d'Adolf Hitler, Heinrich Hoffmann, l'avait mis en scène dans ses nombreuses photographies, mettant en scène la combativité du Führer. Dans son livre Propaganda, il va citer un exemple d'un politique ayant bien compris le rôle de la presse et finalement en faisant un coup de marketing politique. Il cite l'exemple de cet homme politique, Thomas Masaryk, devenu président de la République tchécoslovaque. Il dit: si je change la date de la naissance de la Tchécoslovaquie en tant que nation libre, j'écris l'histoire pour les télégrammes. Les télégrammes font l'histoire, et la date a été donc changée. Ce coup de communication de Thomas Masaryk consiste alors à changer la date de la déclaration d'indépendance de la Tchécoslovaquie. Au lieu de la déclarer le 27 octobre comme c'était prévu initialement, ce dernier va décider alors de changer la date et opte pour le 28 octobre 1918. La raison, elle est toute simple. Déjà, premièrement, parce que le 28 était un lundi, et il savait que la presse allait lui laisser plus de place dans les médias, et que c'était pas une petite annonce. On parle quand même de la déclaration d'indépendance. Mais alors au final, que peut-on retenir de Bernays? Dompter cette grande bête hagarde qui s'appelle le peuple, qui ne veut ni ne peut se mêler des affaires publiques, à laquelle il faut fournir une illusion. C'est finalement dans ce livre Propaganda qu'il va bien déterminer comment manipuler l'opinion publique dans une démocratie, où il va expliquer tous les procédés à suivre. Néanmoins, avec la création de comités fallacieux, ces groupes d'experts qui n'ont d'experts que le nom, c'est créer l'illusion qu'une démocratie existe. Dites vous-même qu'il va s'immiscer dans la politique dès 1924 pour faire élire à la présidence des États-Unis le républicain Coolidge. Il aurait même, par exemple, refusé le prestigieux poste de ministre des Affaires étrangères d'Israël. Ceci est mentionné dans son autobiographie à la page 703, si vous voulez vérifier. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans son livre Propaganda, c'est bel et bien que la propagande va s'organiser de manière pyramidale, dans le sens où le gouvernement invisible va influencer nos leaders que l'on retrouve dans nos médias, qui eux-mêmes vont influencer le peuple. Car
je dois le rappeler, mais le peuple est incapable de réfléchir par lui-même, d'après Bernays. Donc le conseiller en relations publiques, ou propagandiste moderne, doit comprendre l'opinion publique, c'est-à-dire comprendre les enjeux sociétaux de son époque, comprendre la psychologie des masses, et il doit identifier leurs besoins par l'intermédiaire d'un produit que le conseiller en relations publiques va juger bénéfique ou nécessaire. Alors finalement, en se posant 5 minutes, on peut se poser la question suivante. Et si les combats actuels menés et diffusés par les médias ne sont qu'illusions? Je parle de ces fameux combats moralistes et post-matérialistes, comme les fameuses libertés individuelles, le féminisme, la cause écologique. Est-ce que finalement ces combats ne sont-ils pas inventé de toutes pièces pour encore mieux asservir un peuple, parce qu'on le sait, l'être humain aime bien avoir son sentiment d'appartenance à un groupe, à une communauté. Est-ce que finalement ça créerait pas l'illusion que l'être humain se sent utile dans une réalité qui est déjà jouée d'avance? Mais alors qui sont ces faiseurs d'opinion? Qui influencent nos comportements sans même que nous en rendions compte? Eh bien Bernays va en faire une liste exhaustive. Et tenez-vous bien, parce que c'est long. L'inventaire comprendrait bien évidemment le président des États-Unis, mais le Conseil des ministres au grand complet, les sénateurs, les représentants élus au Congrès, les gouvernements de nos 48 États, les présidents des chambres de commerce de nos 100 plus grandes villes, les directeurs généraux des conseils d'administration, des 100 premières grandes entreprises industrielles du pays, le président des nombreux syndicats affiliés à l'American Federation of Labor, le président de chaque corporation et organisation professionnelle nationale, le président de tous les groupements constitués aux États-Unis en fonction de la race ou de la langue, les responsables de centaines de grands quotidiens et de magazines de renom, les 50 écrivains les plus lus, les présidents des 50 œuvres de bienfaisance les plus réputées, les 20 producteurs de théâtre et de cinéma les plus connus, les 100 arbitres de la mode les plus écoutés, les ecclésiastiques les plus appréciés et les plus influents, les présidents de nos universités et de nos facultés, ainsi que les plus éminents représentants de leur corps enseignant, les financiers les plus puissants de Wall Street, les sportifs les plus remarqués, et ainsi de suite. Au final, cette liste pourrait comprendre des milliers de personnes. Chacun sait toutefois, et ça il le précise, que nombre de ces dirigeants sont eux-mêmes dirigés et par des individus parfaitement inconnus, pour certains en dehors de leur petit cercle. Et pour vous démontrer toute l'ironie de la situation, Bernays va nous préciser un cas assez déroutant, je dois le dire. Un candidat à la présidence peut être désigné en réponse à une demande populaire écrasante. Chacun sait que ce nom a été choisi par une demi-douzaine d'hommes assis autour d'une table dans la suite d'un hôtel. Bernays, finalement, va nous faire comprendre qu'un propagandiste doit aussi aujourd'hui appuyer sur les clichés pour forger des émotions positives ou négatives aux personnes visées. Le célèbre propagandiste dit lui-même: quand la foule ne peut pas calquer sa conduite sur celle d'un leader et doit se déterminer seule, elle procède au moyen de clichés, de slogans ou d'images symbolisant tout un ensemble d'idées ou d'expériences. Il ajoute: il y a quelques années, il suffisait d'accoler au nom d'un candidat politique les mots « intérêt » pour qu'instinctivement des millions de gens lui refusent leur vote, tant ce qu'évoquait ce terme « intérêt » était associé à la corruption. Plus près de nous, le mot « bolchevique » a rendu un service du même ordre à ceux qui voulaient effrayer le grand public pour détourner d'une ligne d'action. Très étonnant de voir qu'un siècle plus tard, le mot fasciste soit utilisé pour discréditer l'extrême droite. Propaganda, on pourrait l'imaginer comme une sorte de prologue au livre de Gunther Anders, L'obsolescence de l'homme, qui ce dernier figurera comme une suite, 30 ans après, mettant en avant le mythe de Prométhée avec ce qu'on appelle la honte prométhéenne, où la honte s'empare de l'homme devant l'humiliante qualité des choses qu'il a lui-même fabriquées. Ces nouvelles technologies dépassent les compétences de ceux qui finalement les utilisent. Ces nouvelles technologies et leur mise en place ont peu à peu, dans notre quotidien, rendu les humains plus dociles, plus influençables, et Anders utilise dans cet exemple incontournable de la télévision. Je cite: « La télévision a liquidé le peu de vie communautaire et d'atmosphère familiale qui subsistait dans les pays les plus standardisés, sans même que cela déclenche un conflit entre le royaume du foyer et celui des fantômes, sans même que ce conflit ait besoin d'éclater, puisque le royaume des fantômes a gagné dès l'instant où l'appareil a fait son entrée dans la maison. Il est venu, il a fait voir, et il a vaincu. Dès que la pluie des images commence à tomber sur les murailles de cette forteresse qu'est la famille, ces murs deviennent transparents et le ciment qui unit les membres de la famille s'effrite. La vie de famille est détruite. Car en effet, cette télévision a le pouvoir de nous faire voyager tout en restant chez soi, en nous privant implicitement de notre vie à l'extérieur. Vous l'aurez compris, Bernays est bel et bien l'un des hommes les plus influents du XXe siècle. Son nom continue toujours de circuler
par l'intermédiaire de son neveu Mark Bernays Randolph, cofondateur ni plus ni moins de Netflix. Plus haut, je vous ai cité une confession de Bernays en disant que le cinéma était le meilleur moyen pour endoctriner les gens et promouvoir toute une idéologie. Il suffit maintenant de regarder les plateformes de streaming, de regarder dans vos séries préférées quelles sont les idéologies mises en avant par ces mêmes médias. Bernays a donc réussi à intégrer une propagande presque imperceptible à l'œil nu. C'est aussi ce qui va faire son génie, sa renommée. Et je vais vous citer une dernière fois Propaganda pour que vous puissiez vous rendre compte que tout est pratiquement illusion. Les hommes prennent rarement conscience des raisons réelles au fondement de leurs actions. Monsieur Tout-le-Monde croit qu'il a décidé de l'achat de sa voiture en connaissance de cause, après avoir minutieusement comparé les caractéristiques techniques des différents modèles proposés sur le marché. On peut sans grand risque d'erreur affirmer qu'il se leurre. En réalité, un de ses amis dont il respecte le sens des affaires a peut-être acheté la même voiture une semaine auparavant. Ou bien, Monsieur Tout-le-Monde a voulu prouver à ses voisins qu'il avait les moyens de s'offrir une automobile de cette classe. Ou encore, il l'a choisie pour ses couleurs, qui se trouvent être celles de son ancienne université. Mais je voulais terminer cette vidéo par ces jolis mots que l'on adresse à Marguerite Blessington: le despotisme soumet à une nation un seul tyran, la démocratie à plusieurs. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et d'avoir tenu jusque là. J'espère vous avoir appris pas mal de choses. Je remercie encore à mes 948 abonnés d'avoir décidé de cliquer sur le bouton s'abonner à ma chaîne. Bientôt 1000. En attendant, je vous remercie toujours pour votre fidélité. On se retrouve la prochaine fois pour la vidéo des 5 faits. Je vous dis à très vite. Ciao.